Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Formule 1, pour faire le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. On a déjà fait une vidéo où on a parlé de plein de choses, mais pas vraiment du sportif. Là, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le sportif. On parlera bien entendu des pilotes au top, des bilans des bleus, top, flop, pilote moyen, comme d'habitude. On fera également la note du Grand Prix. Et puis donc, je vous invite à voir également la vidéo que j'ai faite sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Est-ce que le Grand Prix d'Arabie Saoudite est le pire week-end de Grand Prix de l'histoire de la Formule 1? Petit indice, c'est un nom. Et où je reviens également sur un tweet de Anna On Air, qui a l'air d'être dans un merdier avec... je sais pas ce qui s'est passé en passant, on reviendra dessus, mais... il y a eu ils ont fait un stream pour une association. Au final, l'association n'a pas eu l'argent. C'est les mecs qui ont fait qui ont organisé tout ça qui se sont gardés l'argent. Une affaire bien bizarre. Du côté de l'Arabie Saoudite, donc on va revenir sur tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, vous serez au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment du côté du cyclisme, notamment la F2 qui va sortir normalement aujourd'hui. Je viens de finir de regarder les deux courses, il est 11h15. Donc normalement, ça sera plus tard dans l'après-midi, dans la soirée. Et puis également du cyclisme aujourd'hui sur la chaîne avec la présentation d'À travers les Flandres. Je pense que la route Orangelle, ça sera plutôt demain. De toute façon, je vais regarder la dernière heure de course du côté de la route Orangelle, mais il me manque encore des informations. Je n'ai pas encore regardé la course surtout. On commence tout de suite avec ce week-end d'Arabie Saoudite. Alors je ne vais pas me répéter sur ce que j'ai dit dans la première vidéo, donc on attaque tout de suite avec la note du Grand Prix. J'ai décidé de mettre un 9 sur 20 sur la note du Grand Prix. Vous savez que je prends globalement tout en compte sur la note du Grand Prix, l'ambiance, l'intérêt sportif. Est-ce qu'on a eu des belles bagarres en piste? Est-ce que ça a été serré? Et les qualifications également et la course. J'ai décidé de mettre un 9 sur 20 pour plusieurs raisons. Déjà parce que une ambiance assez délétère à partir du samedi, suite aux événements de l'explosion du dépôt pétrolier d'Aramco. Deuxièmement, ambiance de merde parce qu'il n'y a pas de spectateurs à Jeddah. Et ça, c'est le gros problème de toutes ces courses au Moyen-Orient. C'est pareil à Bahreïn, c'est pareil même au Qatar, du côté de Losail. Il n'y a jamais d'ambiance. Alors, même si du côté de Bahreïn, je pense qu'ils avaient ils avaient foutu un micro devant les 4 spectateurs de Charles Leclerc, les 4 fans de Charles Leclerc dans les tribunes, parce qu'il y avait vraiment des moments où, pendant la bataille avec Verstappen ou Leclerc, on avait vraiment l'impression que c'était des bruits rajoutés, des éléments sonores rajoutés d'une autre course, genre de Zandvoort enfin, c'était vraiment exceptionnel à ce moment-là, l'ambiance, alors qu'il y avait personne dans les tribunes. Et puis bien entendu également l'intérêt sportif, et j'ai trouvé pendant toute cette course que les bagarres en piste étaient pas clean, et ça m'a un peu énervé. C'est pas que c'était roue contre roue, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait parfois des défenses qui étaient dangereuses, notamment la première défense d'Ocon sur Alonso, c'est ni fait ni à faire. Il y a énormément de pilotes qui ont coupé le premier virage, et il y a eu quasiment aucune pénalité. Ça aussi, enfin le virage 2, et ça aussi, ça m'a énervé. La situation entre Sainz et Perez, qui a fait un imbroglio énorme, alors qu'il n'y avait pas besoin d'avoir tout ce pataquès là-dessus. Enfin voilà, il y a plein de choses qui m'ont énervé sur cette course, c'est pour ça que je mets que 9 sur 20, même s'il y a eu une belle bagarre, notamment en qualification. En course, c'était un peu plus calme, même s'il y a eu une bagarre entre Verstappen et Leclerc, mais autant beaucoup de gens se sont émerveillés de la bagarre entre Verstappen et Leclerc. Pas plus que ça pour moi. Il m'en faut un peu plus. Voilà, maintenant, j'ai des attentes qui ont augmenté suite à la première course du côté de Bahreïn. À Bahreïn, j'avais mis un 14 sur 20, donc là 9 sur 20. On commence tout de suite par le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Ocon. J'ai mis 11 sur 20 à Ocon. Pourquoi 11 sur 20 à Esteban Ocon? J'ai pas aimé sa bagarre avec Fernando Alonso. Déjà parce que entre équipiers, et techniquement ils nous disent quand même depuis l'année dernière, on s'entend très très bien, il n'y a pas besoin de faire ça. Ils se sont un peu gâchés la course, que ce soit l'un et l'autre, et je pense que, vu le rythme en qualification qu'avait Esteban Ocon, ça lui a peut-être coûté une bagarre avec George Russell en fin de course, cette affaire-là, parce qu'ils ont perdu un temps monstrueux à se battre.
et à s'échanger les positions, et à couper le virage numéro 2, et à taper dans leurs pneus. Et la première défense d'Ocon, excusez-moi, mais elle est du niveau de celle de Pérez sur Ocon à Spa. Je crois que c'était 2018, je crois me souvenir, 2017 ou 2018, qui était également ridicule. Et là, on a atteint un niveau de ridicule. Il y avait des zigzags dans tous les sens. Et je trouve que c'est Ocon le responsable et pas Fernando Alonso. Et même si Ocon a fait un meilleur résultat que Fernando, hein, ça c'est clair et net, ça, enfin c'est zigzag dans tous les sens, sa défense beaucoup trop hargneuse sur un équipier m'a vraiment énervé sur ce week-end de course. Donc c'est pour ça que je ne mets que 11 sur 20 à Esteban Ocon. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts par beaucoup. Deuxième pilote français, Pierre Gasly, 14 sur 20 pour Pierre Gasly. Week-end pas simple pour Pierre quand même, hein, 8e du Grand Prix, 9e en qualification. Il arrive quand même encore à franchir la Q3 avec une voiture qui je pense n'était encore pas vraiment exceptionnelle ce week-end. L'AlphaTauri, pas simple également avec un équipier qui n'a quasiment pas roulé du week-end. Hein. Tsunoda pas présent en qualif, pas présent en course, donc ça a été compliqué également sans avoir une valeur étalon, pas toujours facile. Et puis malade en plus dimanche Pierre Gasly, donc sur un circuit qui est extrêmement physique, parce que Jeddah vous avez beaucoup de courbes qui s'enchaînent, donc forcément les jets latéraux sont vraiment importants, et il y a certains pilotes qui ont dit en fin de qualif j'arrivais plus à tenir ma tête pour faire un bon chrono. Et c'est vrai que Pierre Gasly en plus a été malade, donc c'est pour ça que je mets un 14 sur 20. J'étais parti sur un 13 sur 20 pour Pierre Gasly, puis en sachant qu'il a été malade, j'ai rajouté un point supplémentaire. Donc voilà, c'est une belle 8e place. Et il finit quand même devant Kevin Magnussen. Bon, c'est le 3e moteur Honda, on va dire, de ce Grand Prix. Elle est derrière Verstappen et Perez. Mais j'ai l'impression quand même que l'AlphaTauri n'était pas encore sensationnelle sur ce Grand Prix. Peut-être qu'elle progressera du côté d'Imola. Hein. On sait que c'est là où elle a fait son déverminage. Hein. Imola, c'est une piste toujours importante pour AlphaTauri, parce qu'il faut savoir que l'usine de Faenza est à une quarantaine de kilomètres à peine, hein, je crois, de Imola. Donc c'est pour ça qu'ils vont souvent à Imola. Du côté de AlphaTauri, comme Minardi allait souvent, enfin allait quelques fois à Imola, parce que souvent c'était pas vraiment le terme. À l'époque, Minardi n'avait pas beaucoup d'argent. Donc Pierre Gasly, 14 sur 20, voilà, le week-end pas forcément évident, mais il a réussi à trouver du rythme dans les moments importants, notamment en qualification et en course. En qualif, il est pas hyper loin en plus de Verstappen, hein, parce que Verstappen est à 260 et lui il est à 1 seconde 0,54, donc il a 7 dixièmes et demi, ce qui est plutôt intéressant quand même. On a vu sur cette piste qu'il y a quand même une vraie performance à sortir maintenant de Q1 et de Q2. Bon, on l'a vu notamment avec Lewis Hamilton, mais c'est très compliqué maintenant. Avant, il y avait une vraie différence entre pack du haut, middle pack et les derniers de la classe. Et maintenant, entre le middle pack et les derniers de la classe, c'est vraiment très serré. L'écart s'est resserré. Alors, il y a encore une différence entre les top teams et le pack du milieu, mais par contre, les bonnets d'âne sont beaucoup plus proches du pack du milieu. Donc Pierre Gasly, 14 sur 20. On passe tout de suite au pilote au top. 4 pilotes au top pour ce week-end de course. Je commence avec le premier, le vainqueur du jour, Max Verstappen. J'ai mis 17 sur 20 Max Verstappen, bon dimanche. Ça c'est clair et net, hein, parce que je rappelle qu'il partait quand même 4e sur la grille de départ. Donc il faut réussir à remonter en course, ce qui n'était pas forcément évident. Bien aidé quand même par la safety car aussi, hein. Il s'est arrêté au bon moment du côté de la safety car. Et puis derrière, donc la belle bagarre avec Charles Leclerc. Enfin, la belle bagarre. Moi, je l'ai pas trouvé si belle que ça, cette bagarre entre Max Verstappen et Charles Leclerc. Je trouve que sur d'autres... déjà à Bahreïn, par exemple, je trouvais la bagarre plus belle. Là, par exemple, le coup du DRS, c'est un peu ubuesque, quoi, hein, les deux qui freinent juste avant la ligne DRS. Ce qui, en plus, et pour moi, est dangereux, parce que heureusement qu'il n'y avait pas une voiture derrière. Imaginons une voiture à 1 seconde derrière, qui se retrouve quasiment emplafonné par rapport aux deux de devant, qui est obligé d'éviter les deux qui roulent à 50 à l'heure.
Je trouve que c'était très dangereux, cette action de freinage entre les deux. Je trouve pas ça que c'était... Enfin, c'était un peu malin, mais je trouve qu'on est allé trop loin là. Il y a un moment, bon, on était à 50 à l'heure sur la ligne blanche, quoi. Donc c'était un peu ridicule. Mais du côté de Verstappen, Verstappen, parce que il a bien balancé sur les petits collègues. Hein. Dès que Charles Leclerc est un petit trou sur la ligne blanche, et il a franchi la ligne blanche. J'ai l'impression qu'il s'intéressait plus au règlement qu'à sa propre course. Alors après, c'est pas le premier à faire ça non plus, hein, Verstappen. Ce qui fait qu'il égalise Verstappen dans mon fameux classement pour ou contre Verstappen. Est-ce que je suis pro Verstappen ou pro Hamilton? J'égalise, hein, un partout, et que là je dis du bien de Verstappen, et je vais pas dire beaucoup de bien de Lewis Hamilton sur ce week-end de course. Mais du côté de Verstappen, voilà, il avait vraiment un très bon rythme en course. Alors en qualif c'était un peu plus compliqué, mais alors en course c'est solide. Je trouve qu'en qualif, en Q3 notamment, mais il avait beaucoup de mal au niveau du, je crois que c'était les 22. C'est compliqué de différencier les virages à Jeddah, mais je crois que c'était le 22, où il avait, ou le 8. Les 22 ou le 8, où il avait beaucoup de sous-virages, et c'était pas simple pour lui. Mais il avait un dernier secteur monumental, notamment dans le virage 27. Verstappen, il avait du mal dans le premier secteur où Ferrari était très fort, mais dans le deuxième secteur, ça allait beaucoup mieux. Leclerc, 16 sur 20. J'ai beaucoup hésité entre 17 sur 20 et 16 sur 20 pour Charles Leclerc. 2 fois deuxième, hein, deuxième de la course, deuxième des qualifs, 2 fois battu par une Red Bull, mais c'était pas la même. En tête du championnat du monde quand même après ce Grand Prix. Et puis il a été quand même bon ce week-end. Il a fait le job. Voilà, il a fait le job, Charles Leclerc. Encore une fois, ils avaient un peu trop d'appui sur la voiture. Il l'a dit un peu pendant tout le week-end. On avait plus d'appui que Red Bull, donc ça nous a peut-être gêné. Par contre, ça montre que cette Ferrari génère beaucoup d'appui, cette voiture, et que les ailerons génèrent aussi de l'appui, ce qui n'est pas le cas pour certaines voitures. Ce qui va être intéressant sur des pistes un peu plus techniques, on peut penser au dernier secteur du côté de l'Australie, qui sera le prochain Grand Prix, bien entendu du côté d'Émilie-Romagne. Bon, du côté de Miami, on ne connaît pas la piste, hein, donc là, ça sera un peu plus compliqué. Mais ça va être intéressant du côté de Ferrari, voilà, qui a un concept de voiture, on va dire, plus classique hein, que chez Red Bull, mais qui marche également très très bien, et puis la fiabilité est là, hein. Deuxième week-end sans problème technique du côté de Ferrari. Alors c'est pas le cas du côté de toutes les voitures équipées d'un moteur Ferrari, mais il n'y a pas eu de casse moteur hein, du côté de chez Ferrari, même si chez Alfa Romeo on a changé quelques pièces déjà, on va dire niveau unité de puissance. Mais Charles Leclerc, c'est sur 20, devant encore Sainz, hein, il y a une différence entre lui et Sainz. Et puis voilà, deuxième de la course, donc en tête du championnat du monde. Ça également, c'est satisfaisant pour Charles Leclerc, et puis bien entendu pour le classement constructeur. Pour le moment, c'est Ferrari qui caracole en tête. 15 sur 20 pour Sergio Pérez, 4e du Grand Prix. Poleman, première pole, je crois, hein, de sa carrière. J'ai oublié de regarder, de vérifier. Je ne sais pas si sur ce site-là, je vais avoir l'info. Mais oui, c'est bien sa première pole. Mais ça a été très important pour Pérez. Et puis il avait du rythme, il avait plus de rythme en qualif. Il fait un très bon début de course, Pérez. Et puis, bah voilà, le safety car qui tombe au mauvais moment pour lui. Parce qu'il avait fait vraiment, jusqu'à ce moment-là, vraiment du bon boulot, Sergio Pérez. Et puis derrière, le safety car. Et puis cet imbroglio avec Carlos Sainz. Bon, il est obligé de rendre sa position. Et ça lui coûte également très cher dans l'affaire, parce que je pense qu'il aurait pu être à la lutte, peut-être un peu plus, avec Charles Leclerc et Verstappen. Même si Charles Leclerc avait beaucoup de rythme en course, peut-être un peu plus que Pérez, qui peut-être avait un peu trop favorisé sa vitesse de pointe, ce qui a eu qu'il avait une tenue de pneus peut-être un peu plus compliquée, notamment sur son train de pneus hard, où ça a été un petit peu plus compliqué pour Sergio Pérez, je pense, que pour Charles Leclerc et pour Max Verstappen. Mais du côté de Pérez, bon week-end, voilà, 15 sur 20, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Première pole position de sa carrière. Dommage de safety car, qui lui coûte voilà, une 4e place qui est frustrante
pour Sergio Perez. C'est vrai que quand on part en pole position, on sait qu'on a des possibilités de victoire. Mais l'écart avec Verstappen s'est vraiment réduit en essai. On est maintenant beaucoup plus proche des 2 dixièmes et demi. Alors que l'année dernière, quand on était à moins de 3 dixièmes et demi, 4 dixièmes, on était content. Donc on a gagné bien 1 dixième et demi, 2 dixièmes avec ces nouvelles Formule 1. Donc Perez, je pense, sera un atout majeur pour Max Verstappen en fin de saison. Et puis je termine avec les pilotes au top avec Lando Norris. Du côté de Lando Norris, belle course du pilote britannique avec une McLaren toujours aussi délicate. On voit que chez McLaren, on est... Alors, c'était quand même mieux ce week-end pour McLaren, mais on sent on sait pas trop où aller, on sait pas trop où chercher et on sait pas trop quels sont les problèmes. J'ai l'impression, on sait qu'il y a des problèmes d'adhérence, mais pour quelles raisons? Chez McLaren, je pense qu'on a encore des doutes. Il bat son équipier Ricciardo, même si Ricciardo a toujours un déficit de performance dû notamment à son début de saison un peu manqué. C'est sûr que Ricciardo, le fait d'avoir manqué les essais de pré-saison à Bahreïn, ça lui coûte forcément. Il a moins de roulage que Norris. Mais j'ai bien aimé la course de Norris. Je le suivais un petit peu du coin de l'œil, sa course, je regardais un petit peu, enfin du coin de l'œil maintenant, vu les synthés sont quand même assez massifs maintenant du côté de la Formule 1, donc tu vois bien ce qui se passe. Et Norris faisait vraiment une belle course, voilà, il y a eu des belles manœuvres également de dépassement. Bon, voilà, le souci c'est que la voiture est quand même pas exceptionnelle. Cette McLaren, mais ce qui fait que c'est pour la raison pour laquelle je lui mets 14 sur 20, parce que comme il a une voiture qui n'est pas exceptionnelle, réussir ce genre de Grand Prix est très intéressant. On passe tout de suite aux pilotes moyens. Beaucoup de pilotes moyens, comme le week-end dernier. Je commence avec Carlos Sainz, le pilote Ferrari. J'ai mis 13 sur 20, Carlos Sainz. C'est pas un week-end catastrophique pour Carlos, mais c'est pas non plus un week-end incroyable pour le pilote espagnol. Je trouve qu'il y a toujours un petit déficit de performance avec Leclerc. C'est ça qui me gêne parce que j'ai envie de dire finir troisième et deuxième des 2 premiers Grands Prix, c'est bien. Bon, voilà, en termes de points, c'est vraiment bien. Il fait le job également pour Ferrari. Le problème, c'est le retrait en termes de performance par rapport à Charles Leclerc. Pourtant, il était très fort dans le premier secteur. C'est lui qui a souvent fait les meilleurs chronos, mais pour le moment, il n'arrive pas en qualification à mettre 3 secteurs bout à bout. Et puis en course, il y avait un peu plus de rythme, mais il y a quand même un écart de performance avec Charles Leclerc qu'il va falloir régler dans les week-ends à venir, parce que sinon Charles Leclerc va vraiment prendre le leadership de l'équipe et ça serait dommageable. Mais vraiment, voilà, du côté de Carlos Sainz, je pense qu'il y a un petit retrait de performance par rapport à Charles Leclerc. Et voilà, j'aimerais que ça soit un peu moins le cas. C'est un demi-kilomètre-heure de pointe, enfin un demi-kilomètre-heure voilà, de moyenne sur un tour. Et en course, c'est 8 secondes d'écart entre les deux. Malgré les safety cars, malgré tout ça. Donc voilà, on voit que Carlos Sainz, il y a un retrait au niveau de la performance et ça serait bien d'aller chercher ces dixièmes, ces centièmes qu'il manque pour aller taquiner Leclerc, parce que si Leclerc continue à enchaîner comme ça, et vu les éloges que fait Mattia Binotto, Carlos Sainz va peut-être être un petit peu en difficulté. Alors c'est dommage, il avait fait une très très bonne saison l'année dernière. Fernando Alonso, 13 sur 20, 2 points de plus que Ocon. Du côté de Fernando Alonso, pourquoi? Il a été, je trouve, beaucoup plus intelligent dans ses manœuvres de dépassement que Ocon. Même s'il en a fait beaucoup, c'est clair et net. Mais par rapport à Ocon, là je compare à Ocon, je trouve qu'il a été beaucoup plus intelligent. Bon week-end, dommage, il n'y a pas les points. Dommage ce problème technique. C'était marqué sur le volant Engine Kill. Donc là, il n'y a pas de surprise. Bon, on le savait, du côté de chez Alpine, on a beaucoup travaillé pour avoir un moteur performant. Le problème, c'est que le moteur n'a pas l'air d'être hyper fiable. Ça va leur coûter des points et je ne suis pas sûr que Renault gagne énormément de place dans la hiérarchie au niveau classement constructeur.
parce que le moteur est pas beaucoup plus puissant que le moteur Mercedes, c'est clair et net. Or, c'est un peu moins fiable que le moteur Mercedes, c'est moins compact, un peu moins compact aussi. Après, eux aussi, ils ont changé leur manière de faire au niveau du moteur, en essayant voilà, de déplacer notamment les turbos, parce qu'il y a des contraintes nouvelles. Mais voilà, l'inquiétude en termes de fiabilité est toujours là. La puissance pas beaucoup plus supérieure au moteur Mercedes. Ils sont un petit peu en retrait par rapport à Ferrari et Red Bull, même si c'est pas catastrophique, le moteur est un petit peu en retrait. Malgré tout, la voiture est bien née au niveau châssis. Dans les virages rapides, elle était rapide, hein, cette Alpine, que ça soit aux mains d'Esteban Ocon ou aux mains de Fernando Alonso. C'est dommage le problème technique pour Fernando Alonso. Voilà, il y a un petit retrait de performance d'un dixième en qualif. Je l'ai noté également. Mais comme pour moi il a été plus intelligent dans ses manœuvres de déplacement, j'ai décidé de mettre 13 sur 20. J'ai hésité entre le 13 et le 12 pour Alonso. Russell, 13 sur 20, il a fait le job. Voilà, avec une voiture qui n'est pas bonne, mais il a fait le job. Il est largement devant Hamilton, mais on reviendra dans les flops sur Hamilton. Russell, c'est un week-end géré RAS, il manque juste de la performance du côté de Russell et de Mercedes. Il manque énormément de performance. La voiture n'est pas facile à utiliser. Je pense qu'au niveau moteur, c'est pas foufou non plus. Quand tu vois tous les soucis qu'avaient les pilotes équipés de moteurs Mercedes, Russell s'attendait peut-être pas à être autant dans une équipe autant en difficulté quand il a choisi Mercedes l'année dernière. Enfin, quand tu l'as proposé la poste chez Mercedes. Il fait quand même très bien le job. J'ai l'impression qu'il ne se soucie pas de ce que fait Hamilton, ce qui est quand même très fort quand on est dans une équipe comme ça, où Hamilton est le leader, a presque toujours été le leader. Enfin, depuis 2013, il est le leader parce que même quand Rosberg est champion du monde, t'avais l'impression que ça faisait plus plaisir que ça faisait plus plaisir quand Hamilton était champion du monde que le titre de Rosberg. Et il a toujours été leader dans cette formation. Et Russell arrive à bien rester dans sa bulle. Il est très concentré. C'est vrai que dans les week-ends, il est beaucoup moins détendu, je dirais, qu'auparavant. On le voyait chez Williams, parfois déconneur. Là, il est vraiment très sérieux, très concentré. Il sait ce qu'il veut. Il sait le job qu'il veut faire. Et ce week-end, il a dominé Hamilton. Même si je pense que c'était pas du grand Hamilton, mais on reviendra là-dessus. Et du côté de George Russell, on a un 13 sur 20, parce que la voiture n'est pas très performante. Je pense qu'il était à sa place en qualification. Voilà. Et en course, il y aura besoin... il y a besoin de travailler sur cette voiture chez Mercedes et Carenette. Après, du côté de Christian Horner, du côté de chez Ferrari, on se dit que cette équipe est capable de faire le job rapidement pour retrouver de la performance. Est-ce que ça sera dès le Grand Prix d'Émilie-Romagne ou du côté de la Catalogne lors du Grand Prix d'Espagne? Là, c'est la grande question. Je poursuis avec Magnussen 12 sur 20 du côté de Magnussen. Week-end un peu moins bon quand même que le dernier week-end. La Haas, je pense, a trimballe beaucoup d'appui, ce qui fait qu'elle avait peu de vitesse de pointe par rapport à d'autres voitures avec le moteur Ferrari. Je pense que la Haas avait un peu trop d'appui, tout simplement, sur ce week-end. Pas aidé non plus par un Schumacher qui était en retrait par rapport à Magnussen. Il y avait quand même un petit écart de performance entre les deux. Même si ça s'est réduit jusqu'aux qualifications, où là, du côté de Schumacher, ça s'est pas très bien passé. Peut-être touché également par l'accident de Schumacher, parce que Haas est une petite équipe, donc forcément, quand votre équipier se retrouve dans le mur et qu'au tout début, on avait des doutes sur sa condition physique, peut-être que ça a un peu touché Magnussen. Après, ils se sont arrêtés au mauvais moment. Il y a un moment où il s'arrête juste avant le safety car, très mauvaise idée pour mettre le train de médium, et ça lui coûte des places. Je pense que ça lui coûte la place face à Gasly. Ça lui coûte la 8e place, je pense. Je pense qu'il n'était pas en capacité d'aller chercher Norris. Mais je pense qu'il était en capacité d'aller chercher
Pierre Gasly. Donc dommage pour Kevin Magnussen avec peut-être un peu moins de rythme en fin de course, mais il a fait une belle... Alors c'était la bagarre la plus propre, je trouve, c'était entre lui et Hamilton sur ce week-end. Voilà, les quelques dépassements qu'ils ont fait étaient très propres, donc ça c'était pas mal. Zhou, 12 sur 20. 11e quand même ce week-end. Zhou, c'est pas un mauvais week-end. Alors certes, il ne marque pas de points, mais c'est pas catastrophique. Avec un problème technique au départ, il semblerait que le launch control, enfin le système, on va dire, de départ, c'est pas vraiment un launch control, mais la procédure de départ n'ait pas fonctionné correctement du côté de sa voiture. Et puis après, il se retrouve très loin. Il finit quand même devant les Aston Martin, devant Alexander Albon. Mais en même temps, c'est le dernier moteur Ferrari en course aussi. Mais il n'était pas largué par rapport à Bottas, je trouve, en course. Et puis en qualif, bon, c'était un peu plus compliqué, ça Bottas en qualif, hein, il y a un écart de 5-6 dixièmes entre les deux pour le moment. Mais je trouve qu'en course, c'était pas mal. Et pour l'instant, il n'a pas fait d'erreur aussi, Zhou, hein. Il s'est pas mis dans le mur. Il n'a pas fait de tête à queue, de genre de problème. Donc pour l'instant, il est très consciencieux. Alors c'est pas fou, on va dire, mais pour l'instant c'est consciencieux. Donc voilà, 12 sur 20. Hülkenberg 12 sur 20, il a encore fait le taf. On aurait préféré avoir Sébastien Vettel, qui prend du retard quand même, hein. Vettel, il aura un Grand Prix d'Australie qui sera pas simple. On espère qu'il sera de retour pour le Grand Prix d'Australie, qu'il n'a pas un Covid long, il va rester positif pendant très longtemps. Du côté de Vettel, du côté d'Hülkenberg, il a fait le boulot. Ce qui n'était pas forcément évident. Il y avait, je pense, une pression importante autour de lui sur ce week-end de course. Voilà, après la Aston Martin n'est pas performante, mais elle n'était déjà pas performante à Bahreïn. Et je dirais que l'année dernière, c'était pas déjà foufou du côté d'Aston Martin. Donc c'est pas une grande surprise du côté d'Hülkenberg qui finit quand même devant Lance Stroll. Et ça, c'est quand même du bon travail. Je passe à Bottas, 11 sur 20. Pourquoi j'ai mis 11 sur 20 Bottas? Je m'attendais à mieux de la part d'Alfa Romeo. Je m'attendais à plus de performance. J'ai été un peu déçu du niveau de performance d'Alfa Romeo. Et donc pour ça que je mets que 11 sur 20 à Bottas. Je m'attendais à mieux, voilà, de la part d'Alfa Romeo. Je m'attendais à ce que l'équipe soit beaucoup plus proche de Alpine, voire même de Perez. En qualif, c'était ça. Mais en course, il a abandonné, mais son rythme de course était un peu moins bon que ça, parce qu'il était aux alentours de la 9e place à ce moment-là. Bottas, alors que je trouve qu'en qualif, il y avait pas mal de rythme. Voilà, devant Pierre Gasly, pas loin de Fernando Alonso, hein, à 1 seconde, un peu plus d'un dixième d'Esteban Ocon, mais c'était pas très loin du côté des qualifs. Mais en course, il n'a pas réussi à avoir un grand rythme de course. Et puis un problème de fiabilité chez Alfa Romeo qui les accumule quand même depuis le début de saison. C'est bien de montrer qu'on est performant, c'est mieux d'être à l'arrivée des courses et de marquer des points. Et là, sur ce deuxième week-end de course, du côté d'Alfa Romeo, on fait chou blanc. Je termine avec 2 pilotes à 9 sur 20. C'est Ricciardo et Stroll. Je commence avec Ricciardo, 9 sur 20. Il a toujours un déficit de performance par rapport à Lando Norris. En qualification, ce déficit de performance, c'était un dixième. Un peu plus d'un dixième. 120 millième entre les deux. Mais en essai, il y avait toujours un décalage de performance. Et puis en course, il avait beaucoup moins de rythme que Lando Norris. Là, il y avait une vraie différence de rythme entre les deux avant qu'il abandonne lui aussi. Il y a eu pas mal de problèmes de fiabilité sur cette première course, mais Ricciardo, de toute manière, aurait eu du mal à finir dans les points sur cette course. Donc voilà, un petit 9 sur 20 parce que du côté de chez McLaren, on attend à ce que les deux pilotes soient dans les points. Certes, la voiture n'est pas performante. Je pense quand même que c'était beaucoup mieux du côté de ce Grand Prix de Jeddah. Lando Norris a même dit on aurait dû avoir une voiture en Q3, j'aurais dû mettre ma voiture en Q3 parce que j'avais le niveau de performance requis pour aller en dernière partie de qualification. Et qu'il a fait une erreur en qualification, mais du côté de Ricciardo, voilà, petite déception, 9 sur 20 pour le pilote australien, mais forcément que le déficit de nombre de tours lors des essais a des inconvénients pour lui. Du côté de Stroll également 9 sur 20. Week-end, il n'est pas devant Hülkenberg, alors que normalement il connaît la voiture.
Bon, tu sens qu'il n'y a pas de performance chez Aston Martin pour le moment avec Stroll. Ouais, j'ai pas grand chose à dire pour Stroll parce que voilà, c'est pas fou quoi. 13e du Grand Prix, le dernier classé, c'est le seul qui est à un tour. Donc il est derrière Hülkenberg en course et puis en qualif, il est 13e, mais on voit bien que le niveau de performance de sa voiture n'est pas. Enfin, il est même pas 13e, il est 13e sur la grille de départ, mais il y avait des petites pénalités pour certains pilotes. C'est vrai, donc du côté de Daniel Ricciardo, du côté de Lance Stroll, par contre, c'était vraiment pas fou ce week-end. Mais après, la voiture n'est pas folle non plus, donc j'ai pas voulu l'assassiner non plus, Daniel Ricciardo. Je mets également deux pilotes que je n'ai pas pu noter, Yuki Tsunoda et Mick Schumacher. On peut pas noter leur week-end. Tsunoda, il y a eu trop de problèmes techniques sur sa voiture pour vraiment avoir un avis sur son niveau de performance. Puis du côté de Mick Schumacher, on sent qu'il n'aime pas ce circuit. Deuxième gros crash sur cette piste. Il n'a pas pu faire la course dimanche. Il avait l'air d'être plutôt performant samedi, mais le problème c'est que son crash, ça peut coûter jusqu'à 1 million d'euros à Haas. Le temps de refaire la voiture, c'est aussi, je pense, la raison pour laquelle on a décidé de ne pas réparer. On n'a pas voulu enfreindre un couvre-feu autour de Schumacher. Et bon, du côté de Schumacher, on était quand même en retrait. Un petit retrait, on va dire un petit écart de performance par rapport à Magnussen. Il va falloir vraiment qu'il trouve la solution face à Magnussen parce que sinon ça va être compliqué pour le pilote allemand pour pouvoir rester dans la filière Ferrari malgré son nom prestigieux. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Pour finir, 3 bonnets d'âne. Je commence avec Albon. 8 sur 20. Williams, c'est pas dans le coup. Voilà, Williams, c'est pas dans le coup. Ça, c'est clair et net. La voiture n'est pas très performante. Elle n'a pas l'air d'être extrêmement stable. C'est une déception parce que je pensais qu'avec le changement de réglementation, ça permettrait à Williams d'un peu de faire comme Alfa Romeo, c'est-à-dire de progresser encore plus vite dans la hiérarchie. Mais ils se sont plantés, je pense, ils ont beaucoup de mal à faire fonctionner leur concept. Qui est assez proche du concept Mercedes, d'où peut-être également le problème. Ils sont affectés aussi pas mal par le problème de pompage, mais ils ont surtout une voiture qui m'a l'air d'être instable. Pourquoi je ne mets pas la moyenne, vous allez me dire Albon, parce qu'il y a sa manœuvre. Sa manœuvre sur Stroll, c'est vrai que j'ai oublié de préciser ça avec Stroll, il s'est fait défoncer la bagnole par Albon, mais voilà, son contact sur Stroll, c'est pas très professionnel et ça fait un peu fou furieux. Et ça fait pas très intelligent et ça fait pas vraiment pilote de Formule 1. Voilà, ce genre de faute. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre 8 sur 20 pour Alex Albon. Je continue avec Hamilton, donc 6 sur 20 pour Hamilton. Je pense très clairement qu'il n'avait pas envie d'être en Arabie Saoudite. Lui, je pense que très clairement, un peu comme Pierre Gasly, après la réunion des pilotes, mais lui, il n'avait pas envie d'y aller, mais dès le départ. C'est-à-dire dès le jeudi, j'ai pas une impression folle d'avoir un Hamilton hyper concerné. Le vendredi, à partir de vendredi, il y a un écart qui est, le samedi, il y a l'écart de performance avec Russell est énorme. En Q1, je pense qu'il y a une erreur de vouloir le faire démarrer en médium vu le déficit de performance qu'il avait en EL3. On peut pas dire que c'est que la voiture là. Je pense qu'il y a aussi une part du pilote. Alors, est-ce que c'était à cause des conditions autour de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite? Est-ce que c'était dû au fait que du côté d'Hamilton, en début de semaine, il y avait une famille quand même qui lui avait envoyé un message personnellement sur les réseaux sociaux pour que son fils soit un peu exempté de peine de mort, essayer de jouer sur la notoriété d'Hamilton. Ça a dû jouer mentalement également sur lui parce qu'on sait qu'il est très touché par tout ce qui est question de droit de l'homme, un petit peu comme Sébastien Vettel. Et puis je pense qu'il y a peut-être aussi une part, c'est qu'il n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle voiture et qu'il n'arrive peut-être pas à adapter son pilotage à ces nouvelles voitures. On sait que Hamilton a toujours été très pointu sur la phase de freinage. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire des gros freinages sans bloquer les roues. C'est peut-être un des soucis aujourd'hui d'Hamilton. Mais on ne peut pas seulement expliquer son élimination en Q1 seulement par le fait que la voiture ne fonctionne pas. Je pense qu'il n'arrive pas à s'adapter à la voiture parce qu'on voit la différence avec Russell en termes de performance et peut-être aussi qu'il n'avait pas vraiment envie d'être en Arabie Saoudite parce qu'il y a eu quand même un petit déficit de performance qui s'est creusé entre vendredi et samedi, je trouve, pour Hamilton. Et puis je termine avec Latifi, 2 sur 20.
Le crash en course, c'est ridicule. Enfin, c'est un crash ridicule. Le mec met les gaz trop tôt avec le volant tourné. On est en Formule 1, mon coco. Malgré tout, je ne serais pas à dire que c'est Mazepin, parce que Mazepin, il y avait également le comportement en dehors de la piste qui était déplorable. C'est pas le cas encore du côté de Latifi, mais de sur 20, parce que pour le nombre de crashs sur ce week-end, bon, le crash en qualif, tu peux pas récupérer la voiture à cet endroit-là, mais le crash en course, il est un peu stupide. Et puis bon, le niveau de performance de Latifi par rapport à Albon, l'écart est énorme, quoi. Il y a 1 seconde 3 d'écart en Q1 entre les deux. C'est énorme. C'est pas normal, hein, d'être autant largué par son équipier. Surtout que, encore une fois, c'est pas non plus Fernando Alonso, c'est pas Lando Norris non plus, ton équipier. Hein. C'est Alexander Albon, qu'on a viré de la filière Red Bull, qui revient après avoir passé 1 année en GT3 DTM. Donc voilà, faut peut-être un moment se sortir les doigts du cul, comme on dit. Je termine avec le classement, parce que la vidéo est très très longue, avec le classement du championnat du monde. Comme vous le voyez, Charles Leclerc est en tête du championnat du monde avec 45 points. Il a 12 points d'avance sur Carlos Sainz. Max Verstappen est 20 points derrière. Nous avons ensuite George Russell, Lewis Hamilton, Esteban Ocon qui est 6e à 2 points d'Hamilton. Perez 7, Kevin Magnussen 8. Pierre Gasly est 12e avec 4 points. Il a marqué ses premiers points. Alonso 13e. Et parmi les pilotes qui n'ont toujours pas marqué de points, on a Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Mick Schumacher, Nico Hülkenberg, bien entendu Vettel et Nicolas Latifi. Du côté du classement constructeur, Ferrari est en tête avec 78 points, c'est-à-dire 40 points d'avance sur Mercedes. On retrouve ensuite Red Bull, qui est 41 points derrière Ferrari. Alpine Renault mène le deuxième pack avec 4 points d'avance sur As. Alfa Romeo est 6e. AlphaTauri est 7e avec 1 point de retard sur Alfa Romeo. McLaren est 8e. Et Aston Martin et Williams n'ont toujours pas marqué de points dans ce championnat constructeur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Débrief du prochain Grand Prix, ça sera du côté de l'Australie. Je pense qu'on fera le débrief, alors soit dimanche, si j'arrive à avoir le temps, mais je pense que le débrief, ça sera peut-être mardi même, et peut-être même pas lundi, ce sera peut-être mardi pour le débrief de ce Grand Prix d'Australie, donc du côté du 12 avril, bien entendu, il y aura présentation de la course le jeudi ou le mercredi précédant ce Grand Prix, alors sachant qu'en plus il y a pas mal de nouveautés sur ce Grand Prix d'Australie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rager un commentaire, à mettre un pouce bleu, et nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao ciao!